Merci aussi de cette très aimable présentation. Je suis particulièrement content de pouvoir parler aujourd'hui de ce sujet, de la folie aujourd'hui, mais en même temps relativement anxieux. Qu'est-ce qu'on peut bien dire sur la folie aujourd'hui? Et avec le titre, au fond, on s'aperçoit tout de suite que la folie est un objet bizarre, puisqu'on peut parler de la folie aujourd'hui. Est-ce que ça signifie que la folie est quelque chose de daté, qu'elle est différente aujourd'hui qu'hier, que c'est quelque chose qui est dépendant d'une culture, d'une société donnée, ou bien est-ce qu'on veut parler de la folie aujourd'hui, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on pratique dans le domaine des spécialistes de la folie aujourd'hui, c'est-à-dire de la psychiatrie. Mais j'aimerais d'emblée dire au fond que le propos qu'on peut avoir à propos de la folie se limite en rien à la pratique de la psychiatrie. Et je crois que ça c'est important de dire que la folie, ce n'est pas seulement ce dont s'occupent les psychiatres, que la folie en même temps est quelque chose de beaucoup plus large et que les psychiatres s'occupent aussi d'autre chose que de la folie, et surtout dans la psychiatrie actuelle, et ça je crois que c'est important de bien distinguer ces deux domaines. Et pour essayer de mieux illustrer ce propos, je vais peut-être commencer par quelques mots d'histoire pour montrer en quoi, pour moi, la folie est vraiment une construction, en tout cas en grande partie une construction culturelle, un produit culturel, et qu'elle est effectivement très différente suivant les époques, suivant les moments, ce qui ne signifie pas que la psychiatrie existe que par la culture, évidemment. Mais je crois que tout ça fera l'objet d'une discussion qui me paraît être certainement le moment important de cette rencontre. Et c'est pour ça que j'essaierai de ne pas être trop bavard. Peut-être la première chose, dans le retour aux sources, c'est d'avoir quelques propos sur l'étymologie de la folie. D'où vient ce mot? Et là, les étymologistes ne sont pas tous d'accord. Il y a une possibilité que ce mot vienne du latin folis, qui signifie de façon un petit peu étonnante, enfin, je l'ai découvert ou peut-être redécouvert, mais j'y ai plus pensé en préparant cet exposé. Ça vient au fond de folis qui signifie soufflet, sac, ballon. Hein, et au fond, l'idée qu'on pourrait avoir là, c'est de la comparaison entre une personne folle, sotte, avec un ballon gonflé d'air qui va dans tous les sens et qui est rempli de vide. C'est bien sûr une interprétation. Maintenant, dans la langue française, on voit que ce mot est attesté seulement vers le VIe siècle avec le mot fou, et ce n'est que vers le XIe siècle qu'on trouve le mot folie avec son sens qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de celui qui divague, qui erre de ci, de là. Et tout de suite, cette idée d'errance qui est très importante dans le français. Mais il y a une autre origine possible de ce mot folie, qui est une origine grecque, fauligen, je m'excuse pour la prononciation, ou faulos, qui signifie déprécier, avilir, ou quelqu'un de sot, de chétif et d'ignorant. Donc voilà, il y a là une discussion pour savoir l'origine du mot. Ce qui est important par rapport à la suite et à l'histoire de ce mot, c'est que tout de suite, il y a 4 thématiques qu'on constate à travers les siècles à propos de ce mot folie. 4 thématiques qu'on voit de façon assez constante, qu'on peut distinguer. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. La première thématique, c'est peut-être la plus évidente, c'est le fou pose le problème de la raison et de la déraison. Et la deuxième thématique, c'est la thématique de l'insouciance, avec toute une série aussi d'occurrences qui peuvent exister, qu'on peut faire. Mais aussi la notion d'excès et de dérèglement, qu'on utilise aussi par rapport à la folie, mais aussi, pour terminer, celui de l'illusion et de l'erreur. Maintenant, si on prend un autre plan, on peut aussi, à travers les siècles, faire 2 lectures du mot folie, dans 2 sens qu'on peut lui donner. Et je crois que ces 2 sens aussi sont quelque chose qui a traversé, au fond, toutes les époques. Il y a le premier sens qui est le sens propre, qui fait allusion à la folie comme quelque chose d'un phénomène naturel
comme quelque chose qui existe, comme une réalité. Hein. La folie, la personne est folle, qui se distingue de la personne normale. Et puis le sens figuré, c'est-à-dire le symbole, l'image, qui fait allusion, alors à ce moment-là, plus à quelque chose comme l'originalité et d'autres thématiques de ce type. Alors, des définitions, on en trouve des centaines, des milliers, et aussi des livres entiers sont sur les mots argotiques ou les synonymes autour de d'homophilie. Il y a une foison considérable, les tapés, les zinzins, enfin, etc., etc. Il y a des dictionnaires entiers qui sont sur ces différentes occurrences. Peut-être je prendrai une seule définition de la folie, celle de Voltaire en 1764, dans son dictionnaire de philosophie portatif, qui nous dit « Nous appelons folie cette maladie des organes du cerveau qui empêche un homme de penser et d'agir comme les autres. » Et c'est une définition intéressante parce qu'elle met tout de suite au centre le fait de la comparaison avec quelqu'un. On va y revenir dessus. Et ça pose aussi la question qui me semble être extrêmement importante quand on parle de la folie, c'est la question bien sûr de la norme. Et c'est la définition un peu classique, hein, c'est-à-dire entre la raison et la déraison, entre le normal et le pathologique, c'est la question que pose la folie. Peut-être une autre façon de définir les choses serait, plutôt que de parler de normes, ce serait de parler de limites ou de frontières. Hein, en effet, aujourd'hui, la question n'est plus vraiment de savoir s'il faut faire une distinction claire entre le normal et le pathologique dans les faits mentaux, mais aussi de savoir à partir de quelles limites un certain nombre de personnes peuvent être ou peuvent se considérer comme malades ou comme folles ou dans la pathologie. Donc ça me paraît important, ça, comme premier aspect, hein, c'est que la folie ne se définit que dans un rapport avec quelqu'un d'autre, ou éventuellement avec soi-même, mais soi-même comme un autre. Et d'ailleurs, c'est Hippocrate qui écrivait « Si l'homme était un, il ne souffrirait jamais ». Après ces quelques mots d'introduction, ça me paraît important de revenir peut-être à quelques mots historiques. Et loin de moi l'idée d'essayer de faire une histoire de la folie, d'autres l'ont fait de façon bien plus brillante. Mais j'aimerais néanmoins, pour introduire peut-être à ce qu'est la folie aujourd'hui, à cette thématique, et probablement à la suite de la discussion, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la psychiatrie aujourd'hui, j'imagine, ça me paraissait important de revenir un peu sur l'histoire de la psychiatrie, qu'on pourrait considérer comme une histoire de la médicalisation de la folie. Et j'insiste bien sûr sur le fait que je ne parle pas là de toute la folie. Par rapport à ça, c'est important de se rendre compte d'abord que la psychiatrie est une branche qui est toute récente, hein, moins de 200 ans. Il y a un tournant qui est important à se souvenir, c'est le tournant entre le 18 et le 19e siècle, qui est un tournant tout à fait déterminant dans notre conception de la folie. On peut attribuer à un personnage qu'on cite souvent comme étant central dans notre affaire, et il s'agit de Philippe Pinel, qu'on prendra uniquement comme un emblème, comme un représentant d'un moment de pensée beaucoup plus général. Et néanmoins, c'est lui qui écrit les premiers écrits, il y a d'autres personnes autour de lui, mais peu importe, mais c'est lui qui introduit une idée qui existe toujours, aujourd'hui, et qui me paraît tout à fait essentiel pour comprendre comment la psychiatrie a pu naître à un moment donné. Cette idée, c'est qu'il existe toujours une certaine forme de rationalité dans les actes apparemment les plus insensés. C'est-à-dire le fou, le plus fou, si on peut dire des choses comme ça, reste un être humain et reste un être qui est dans la communication avec les autres et qui peut être dans le dialogue avec les autres. Cette rationalité
qui est peut-être cachée, n'est peut-être pas visible directement, mais elle permet toujours la possibilité d'un dialogue. Cette idée est essentielle car elle signifie avant tout que la personne apparemment la plus insensée reste un être humain et un sujet de la folie. Cette idée permet également des interventions thérapeutiques par le dialogue justement. D'une certaine façon, de façon un peu imagée, les premiers psychiatres essayaient de chercher cette forme de rationalité, cette possibilité de dialogue pour entrer en contact avec les personnes folles. Je mets des guillemets à tous ces termes qui sont bien sûr pour moi pas des termes de jugement, qui sont des descriptions neutres. Mais donc par ces interventions thérapeutiques, on appelait ça à l'époque le traitement moral, et qui est le précurseur de toutes nos psychothérapies actuelles. Avec cette idée que par la parole, on peut agir sur le cerveau, l'esprit de quelqu'un, et que ce dialogue a un effet qui peut changer cette personne. Donc un basculement complet qui est intéressant quand même à noter. Auparavant, pour être un peu caricatural, on pouvait considérer d'une certaine façon qu'il y avait deux types d'êtres humains, les fous et les personnes normales, et qu'entre deux, pas de dialogue, et que d'une certaine façon, les fous étaient des personnes qui étaient dans un état donné, dont les causes restaient étranges, éventuellement une punition divine, une affection du cerveau, peu importe, mais enfin quelque chose qui les mettait dans un état qui était totalement différent de celui des autres. D'ailleurs, si vous voulez, une terminologie intéressante aussi là à examiner, on parlait, fin du XVIIIe, début du XIXe, d'aliénisme, pour parler des personnes qui s'occupaient des aliénés. Et les aliénés signifient bien, comme aliens, c'est des gens tout à fait différents, on est tout ailleurs, c'est des tout autres, des aliens, c'est ça les aliénés. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la psychose définissait un certain nombre de personnes qui étaient tout à fait différents, avec lesquelles on ne pouvait pas entrer en dialogue, et même au fond on n'imaginait pas ce qui aujourd'hui est quand même souvent au centre des préoccupations des psychiatres, c'est-à-dire la souffrance d'un certain nombre de personnes. Ces personnes n'étaient pas souffrantes parce qu'elles étaient simplement dans un état tout à fait différent, à côté, si vous voulez, des autres êtres humains. Et si vous voulez, en parlant de ça, ça indique aussi, peut-être d'une autre façon que l'imagerie qu'on a habituellement du fou du village. On voit souvent le fou du village comme un modèle d'intégration dans une communauté, en se disant il est là. Et au fond, on peut aussi voir le fou du village justement comme quelqu'un de tout à fait autre. On a un chien, on a un fou du village, je dirais, ils font joli dans le décor, mais il n'y a aucune communication avec eux, et au fond, il y a une déshumanisation de ces personnes. Alors, la psychiatrie ou l'aliénisme au début du 19e, progressivement, se développe dans le courant du 19e. Et si vous voulez, c'est intéressant de voir ça comme le développement d'une nouvelle profession. Alors comment ça se crée une nouvelle profession? Ça se crée par des sociétés professionnelles. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui se mettent ensemble et puis qui décident qu'elles ont un savoir qui est attesté ensuite par d'autres. Ils se regroupent, ils discutent de leurs problèmes et au fond, progressivement, les aliénistes se sont constitués en un groupe professionnel et progressivement, on se retrouve avec une société, par exemple, si je prends juste l'exemple de la Suisse, il y a une société des médecins aliénistes qui se constitue vers 1840. Mais évidemment, il ne suffit pas d'avoir des personnes qui désirent être spécialistes d'une question pour qu'ils le soient. Il faut également qu'il y ait un lieu spécifique pour ça. Et là, il y a un foisonnement durant le début du 19e siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, et ça dans toute l'Europe. Il y a un mouvement très rapide, en une cinquantaine d'années, par la création de ce qu'on appelle les asiles d'aliénés, des lieux spécifiques qui jusque-là n'existaient pas et qui regroupent des personnes qui souffrent de la même affection.
Alors ça, c'est intéressant de faire une petite parenthèse par rapport à ça, sur la création de ces lieux spécifiques, parce qu'on a souvent eu deux interprétations très différentes sur la création de ces lieux. Je veux dire, la première interprétation, c'est de dire, oui, mais les psychiatres, au fond, ils ont créé des lieux pour exclure les fous et les mettre à la campagne pour qu'ils ne dérangent plus personne. Ça, c'est l'interprétation, disons, désagréable pour les psychiatres, et c'est l'interprétation, si vous voulez, qu'on peut appeler de l'exclusion. Les psychiatres auraient exclu les malades mentaux en les parquant dans des endroits spécifiques. Maintenant, il y a une deuxième interprétation qui est possible, c'est qu'au fond, les psychiatres ont regroupé un certain nombre de personnes qui souffrent d'affections relativement semblables pour pouvoir mieux s'en occuper, pour pouvoir les inclure, plutôt que les exclure, dans un milieu où ils reçoivent une compréhension, des soins, et qui sont un lieu aussi, qui peuvent être aussi des lieux de connaissance. C'est-à-dire, si vous regroupez un certain nombre de personnes qui ont des affections semblables, vous pouvez mieux observer ce dont ils souffrent, mieux les comprendre, et aussi, et ça c'est le troisième aspect, à part la création d'une société professionnelle, des lieux spécifiques, la troisième chose qui constitue la psychiatrie, c'est une classification. Et là, si vous voulez, c'est la finalité, d'une certaine façon, de ce système, c'est de réussir à montrer que, contrairement à ce qu'il était pensé jusque-là, il n'existe pas seulement des personnes aliénées, mais il existe des malades. Et que la folie, ou en tout cas une partie de la folie, est quelque chose qui peut être médicalisé, qui peut être compris, et dont on peut essayer de chercher une étiologie, c'est-à-dire les causes de cette affection, et bien sûr essayer d'y apporter un soin, d'y apporter une compréhension. Par rapport aux classifications, jusque vers le début du 19e siècle, mais le début, enfin par là autour, tout se constitue à peu près à ce moment-là, il y avait une classification qui était très simple, qui regroupait 4 entités. On avait les maniaques, les mélancoliques, les idiots et les démons. Et à partir de tout ça, ça regroupait tout ce qu'on appelle aujourd'hui la psychiatrie. Et je vous rappelle, vous n'êtes sûrement pas sans connaître qu'actuellement, dans les classifications qu'on peut avoir, que ce soit les classifications américaines comme le DSM ou les classifications européennes, on a plusieurs centaines d'entités différentes qui sont actuellement classées et qui constituent ce que nous appelons la psychiatrie. Maintenant, à partir de ces quelques éléments, je peux peut-être faire un saut sur aujourd'hui, où on voit comment a pu se constituer ces maladies mentales, qui montrent aussi la diversité. On part de l'aliénisme, où on est au singulier, dans quelque chose de complètement différent. On médicalise ceci en parlant maintenant, dorénavant, de maladies mentales au pluriel. Il y en a des différentes. On peut s'en occuper différemment, et c'est surtout bien sûr le terme de maladie qui est important. On ne considère plus que la folie est un état, mais qu'elle peut être en tout cas en partie une maladie, une affection, et surtout qu'on peut éventuellement y apporter une thérapeutique et une aide. Maintenant, dans une autre logique, et ça me permettra d'ouvrir la discussion, dans cette mise en place de ce système de la psychiatrie, on peut aussi voir une espèce de double logique à la psychiatrie et une double demande sociale à la base de la constitution de la psychiatrie. La première, qui est celle du contrôle social, c'est la logique un peu d'exclusion. Je crois que la psychiatrie a toujours eu ce rôle qui actuellement est très combattu par la plupart de mes collègues psychiatres, c'est-à-dire de contrôle, au fond, d'un certain nombre de personnes qui ont des comportements qui dérangent les autres. Et là, on est dans la logique de l'enfermement, si on peut dire les choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut se protéger d'un certain nombre de personnes qui dérangent les autres ? L'autre logique, c'est celle de l'ouverture à la connaissance, qui est
une logique, effectivement, où on se situe beaucoup plus dans le soin, où on se situe dans la volonté d'aider un certain nombre de personnes souffrantes. Et on voit cette double logique, je pense qu'on pourrait en faire d'ailleurs l'histoire d'un passage à l'autre, de cette double logique. Et par rapport à cette double logique, ça me paraît intéressant de la mettre dans une autre dualité, celle de la contrainte et du consentement. Et c'est un peu ça sur lequel j'aimerais un petit peu insister pour terminer. Il me semble que dans le domaine de la psychiatrie, la contrainte, jusqu'à ces quelques dernières années, peut-être 10-15 ans, était l'image qu'on donnait de la psychiatrie. Les hospitalisations forcées, Ceris est un lieu fermé, on a des asiles psychiatriques, on fait des traitements contraints, toutes ces notions, si vous voulez, et effectivement autour du fait que par rapport à la folie, ce qu'il y a d'important, c'est d'essayer d'y faire face et d'utiliser la contrainte. Maintenant, j'ai l'impression que depuis peu de temps, on est dans une autre époque, par le développement en particulier d'un certain nombre de droits de patients et sous l'influence d'une idéologie qui est beaucoup plus large, il faudrait en parler peut-être plus longuement, et aussi sous l'influence d'un certain nombre de groupements de patients qui sont en même temps dans cette logique et en même temps des acteurs de cette logique. Maintenant, des nouvelles questions inévitablement se posent à l'ère du consentement. C'est-à-dire, c'est un moment où ce qui importe, c'est l'autonomie de la personne, c'est la critique de ce qu'on peut appeler le paternalisme médical, et le patient n'est plus une personne, et le patient psychiatrique n'est plus une personne dont on va seulement s'occuper et qui passivement attend que quelqu'un va lui dire ce qui est bien ou mal pour lui. L'époque, bien sûr, change et le patient devient une personne compétente, responsable et capable de gérer ses propres symptômes. En d'autres termes, il devient l'acteur de sa maladie. Alors c'est clair que dans le domaine médical, somatique, ces aspects-là ne posent pas beaucoup de problèmes. Je veux dire, c'est accepté de pouvoir, à la base de tout acte médical actuellement, il serait impensable de ne pas demander le consentement éclairé de la personne. Et ce terme de consentement éclairé est au centre de toute cette idéologie, si on peut dire les choses comme ça, nouvelle du consentement. C'est-à-dire toute personne actuellement, d'après les nouvelles règles des droits sur la santé, j'y reviendrai, mais comme condition à tout acte médical, qu'il soit thérapeutique, qu'il soit diagnostique, le fait que la personne doit avoir donné son consentement, et son consentement éclairé. Ça signifie que le médecin doit expliquer à la personne les conséquences d'une éventuelle action médicale afin qu'il puisse se déterminer de plein droit. Alors, c'est clair que dans le domaine de la psychiatrie, ça pose un grand nombre de questions, vu que un certain nombre, en tout cas, de maladies psychiatriques, et ceci pas de façon constante, mais en tout cas dans les moments de décompensation, agissent justement sur les facultés de la personne de pouvoir se prononcer. On parle de discernement. Le discernement est une autre notion clé actuelle dans la psychiatrie. Et si la personne a son discernement, on ne peut plus agir contre son avis. On ne peut plus lui donner un traitement contraint s'il a son discernement. Donc on voit là que cette notion de discernement devient tout à fait centrale, et de savoir si une personne a son discernement ou pas peut être extrêmement difficile à évaluer dans un certain nombre de situations. On va certainement y revenir dans la discussion. Alors, par rapport à ça, et pour terminer,
ça me paraissait intéressant de vous évoquer deux situations qui sont vraiment des situations très contemporaines de la psychiatrie et de la, entre guillemets, gestion d'une partie de la folie. Je ne reviens pas sur ces définitions. La première, c'est sur laquelle Bruno Clément va s'exprimer. Il s'agit de cette bizarre chose qu'on utilise de plus en plus dans la psychiatrie. Ce sont ce qu'on appelle les directives anticipées. Alors, qu'est-ce que c'est les directives anticipées? C'est le fait qu'une personne a le droit de rédiger des directives pour spécifier le type de soins qu'elle désire avoir ou qu'elle désire ne pas avoir dès le moment où elle a perdu son discernement. Donc, si vous voulez, c'est un objet assez étonnant. Ça se passe souvent par écrit, c'est dans le dossier de la personne, et puis elle dit, bon, la prochaine fois que je viens à l'hôpital, je ne désire pas avoir ceci ou je désire avoir cela. Et d'après la nouvelle loi, et là je fais référence à la loi sur la santé publique de 1985, mais qui a été amendée il y a 2 ans et mise en application l'année passée, les directives qui sont données par les patients obligent le médecin à les suivre. Donc on voit là qu'on est dans une contractualisation des soins, qui est quelque chose d'extrêmement important et qui change manifestement de façon considérable notre pratique. Alors on va en discuter un certain nombre de conséquences et ça me paraissait important de vous faire part de quelque chose de très pratique, de comment ça peut se passer actuellement dans une division de soins. Et avant de passer la parole à Bruno Clément, ça me paraissait intéressant de vous montrer un autre aspect, en conclusion, de ce droit des patients, de cette question du consentement, et dans une dérive qui pourrait se passer. Parce que bien sûr que tous ces développements vont poser des nouvelles questions et des nouveaux problèmes. Et il y a un concept que je trouve intéressant, qui va très probablement progressivement se développer, que j'appellerais le devoir d'ingérence du psychiatre. Alors je sais que ça fait très kouchnérien, mais si vous voulez, la terminologie est quand même assez intéressante. C'est-à-dire, c'est d'essayer de comprendre comment un certain nombre de personnes qui échappent aux soins par le fait qu'ils ne désirent plus être soignés, et que ce désir de ne plus être soigné est en rapport avec des problèmes psychiques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les laisse à leurs difficultés? Et si vous voulez, dans quelques pays européens, en particulier en Italie, aux États-Unis beaucoup aussi, se développe cette idée de la clochardisation de la maladie mentale. Ça signifie qu'un certain nombre de personnes, vu qu'elles ne donnent plus le consentement à des soins, que leur discernement est plus ou moins présent, mais qu'elles échappent au système psychiatrique et de soins habituels, ces personnes sont abandonnées des soins. Et elles se clochardisent, elles sortent de tout le système social habituel. Et là, est-ce que les psychiatres n'ont pas un devoir d'agir vis-à-vis de ces personnes? Est-ce que ce n'est pas notre devoir de citoyen, autant que de médecin, d'essayer d'aller à la rencontre de ces personnes? Et c'est un peu dans ce sens-là que j'avais pensé inviter Charles Bonsac, qui est le responsable de ce qu'on appelle la psychiatrie communautaire, et qui n'hésite pas à certains moments d'aller de façon proactive voir des personnes en insistant pour qu'effectivement elles puissent bénéficier d'un certain nombre de soins. Donc ce devoir d'ingérence me paraît être une chose assez intéressante à pouvoir discuter. Je me réjouis un peu d'avoir votre avis là-dessus. Et je m'arrête là et je passe la parole à Bruno Clément. Et puis je vais quand même être un peu obligé de remercier Jacques Gasser pour son invitation, et puis aussi pour ce grand moment de solitude et d'anxiété que je traverse en ce moment. C'est très intéressant. Donc l'idée effectivement de ma participation, c'est un peu de faire une illustration, un éclairage clinique, une vignette, pour présenter un petit peu finalement
ce qu'ont pu un peu apporter ce nouveau droit, donc les directives anticipées, au quotidien, dans la pratique clinique hospitalière. Comme le professeur Gasser l'a expliqué précédemment, en somatique, il paraît assez évident en fait, d'emblée que le désir du patient en cas de perte de discernement est fondamental. Ça paraît assez cohérent pour tout le monde, de savoir ce que le patient souhaiterait qu'on fasse pour lui à ce moment-là. En psychiatrie, ça pose quand même une difficulté supplémentaire d'emblée. En tant que soignant, la première chose, la première attitude, la première action, c'est de se dire ça va être encore plus compliqué. Parce que le consentement n'est pas toujours évident dans le soin psychiatrique. On arrive avec des gens qui sont dans un état où effectivement ils ont perdu le discernement et le consentement est souvent difficile à avoir, donc on se retrouve dans des moments de confrontation assez importants. Alors si en plus de ça maintenant on commence à demander aux gens ce qu'ils veulent qu'on fasse pour eux dans ces moments-là, et puis qu'on part d'emblée du principe que forcément ils vont nous dire à peu près n'importe quoi, ça devient extrêmement complexe de soigner des patients en psychiatrie. Donc ça c'est un peu le postulat et les craintes, les angoisses qu'on peut avoir au départ en tant que soignant avec l'annonce du fait qu'on doive intégrer finalement ce droit dans nos pratiques cliniques. Et puis finalement, il faut quand même qu'on l'intègre. C'est un droit du patient, c'est important. Donc ça nous a questionné beaucoup quant à nos pratiques cliniques et ça nous a fait réfléchir au point que ça nous a amené finalement à modifier ou aménager un certain nombre de pratiques dans la prise en charge de nos patients. Alors une modification, finalement, c'est que ça nous a obligés dans un premier temps, au plus près de la crise, donc durant l'hospitalisation, sitôt la période de perte de discernement passée, de devoir travailler et partager avec le patient et de revenir immédiatement sur ce qui venait de se passer, en collaboration avec lui. Pouvoir lui dire, voilà, nous, on vient de passer un moment de crise, on vous a mis en chambre de soins, on a dû vous faire des injections forcées, et c'était très pénible pour nous. Ça a été très pénible pour vous aussi. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, ça ne se pratiquait pas comme ça. Souvent, effectivement, on a un rôle effectivement de cadre important pour répondre à la médication. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez nouveau dans nos pratiques. L'autre élément, c'est qu'il a fallu effectivement qu'on partage notre vécu de soignants, de patients, et nos insatisfactions communes. Et puis aussi le besoin qu'on mettait en évidence, en tout cas en commun, de modifier la donne. Il fallait que ça change. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas satisfaisant. Et puis l'idée que ça va se reproduire, c'est en tout cas déjà pas très rassurant au départ. Ça nous a permis finalement donc d'analyser un certain nombre de moyens qui étaient à disposition du patient avant l'hospitalisation et de voir avec lui dans quel contexte est-ce que vous êtes arrivé. Est-ce que vous étiez finalement, est-ce que vous aviez mis en place un certain nombre de réseaux, de suivi, de moyens de prévention de la rechute avant de venir ici. Et puis en fonction de ça, et puis en faisant en parallèle donc l'analyse du vécu du séjour hospitalier, ça nous a permis donc de construire avec lui un projet de prévention de la rechute cohérent et des directives anticipées donc qui tiennent compte au mieux de ce que souhaite le patient en cas de perte du discernement. Alors, pour illustrer un petit peu justement cette pratique et en quoi cette pratique peut modifier le rapport au patient ou le paradigme même de la psychiatrie hospitalière durant la crise, j'ai choisi de vous présenter donc une situation. Alors pourquoi cette situation? Parce qu'il s'agit d'un patient en fait qui est précurseur, puisque c'est le premier, j'allais dire, qui a expérimenté autant la directive anticipée et pour lequel, en tout cas, on a pu mettre en place un certain nombre de choses qui, avec le temps, finissent par fonctionner. Et en même temps, parce qu'il est en même temps très emblématique du changement que peuvent générer les directives anticipées sur la collaboration soignant-patient durant la crise. Alors, je vous prends un petit peu le tableau. Il s'agit d'un homme qui a une trentaine d'années, qui est connu dans notre institution depuis environ 15 ans, pour un trouble bipolaire, pour les initiés type 1, avec donc des décompensations maniaques essentiellement à raison d'à peu près 2 fois par année. Décompensation maniaque extrême avec des symptômes psychotiques. Le patient, pour rendre les choses un peu plus agréables,
physiquement et intellectuellement pardon, est assez impressionnant. Il doit mesurer à peu près 1,90 m pour 125 kg. Il a un bon niveau en arts martiaux, c'est le côté croustillant de l'affaire. Un niveau scolaire d'enseignement supérieur puisqu'il a un doctorat en sciences humaines. Au niveau du tableau clinique, il arrive toujours à peu près dans la même situation, c'est qu'il a un sentiment de puissance, des idées de grandeur. Il est absolument pas compliant, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Des idées, un vécu persécutoire majeur, et une intelligence très forte, mais au service de la manie, enfin au service du fait que ça va pas bien se passer en général. Donc c'est toujours assez complexe quand il arrive. C'est un patient qui est très menaçant et hétéro-agressif. Il a souvent été hospitalisé en fait dans un contexte de violence à l'extérieur, raison pour laquelle il arrive chez nous. Le régime habituel d'hospitalisation, il arrive en général donc en admission d'office, après une recherche police, accompagné de force en chambre de soins. Il subit en général des injections forcées. Il y a des mesures sécuritaires assez hors normes, puisqu'on est obligé finalement de faire intervenir des agents de sécurité. On a même eu un agent de sécurité 24 heures sur 24, bien qu'il soit en chambre de soins, chambre d'isolement. Et puis 3 à 4 agents de sécurité quand on rentrait dans la chambre 2 fois par jour, c'est-à-dire 2 fois 1 heure, et pour les soins d'hygiène, les repas, etc. au quotidien. Donc ça rend les choses quand même un peu compliquées. C'est un petit côté silence des agneaux pour les connaisseurs aussi. Voilà, donc on part quand même d'un contexte un petit peu compliqué. C'est vraiment pas le patient idéal pour faire des directives. Enfin, tout du moins, on n'y croit pas tellement avec lui. En plus, c'est un patient qui est devenu quand même un mythe sur l'hôpital. C'est triste, mais c'est aussi ça. En tout cas, pour les soignants, dans le rapport de force qu'il peut générer finalement avec l'institution. Et aussi par les questions qu'il peut susciter. Ça veut dire comment est-ce qu'un patient intelligent, avec un niveau en tout cas d'éducation aussi élevé, comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à communiquer, même en période de crise, et puis qu'on en vienne vraiment à des choses archaïques de base, qui se passent là, pas là. Donc à un moment donné, sous l'impulsion d'un médecin assistant, pour pas le citer, le docteur Saraga, lors d'une hospitalisation en septembre 2003, on a commencé à réaliser en fait le premier travail. Il a commencé à réaliser le premier travail en fait avec ce patient. Donc, commencer à travailler un petit peu avec lui sur le vécu de l'hospitalisation, sur les éléments qui existaient avant l'hospitalisation, et puis en regard de ça, faire un petit peu un bilan à la fois du rapport à l'institution, de notre vécu de soignant, un bilan aussi des dégâts occasionnés dans sa vie. Il faut bien imaginer que 15 ans de crise, ça fait des dégâts, tant au niveau professionnel, au niveau personnel. Puis à partir de là, finalement, cet aspect un peu motivationnel a pu engager un travail avec le patient. Donc le premier jet, j'allais dire, de directive anticipée a pu être amorcé. Une nouvelle hospitalisation a eu lieu 1 an après. Donc on avait essayé d'anticiper un maximum de choses, essayer de poser des règles du jeu en cas de retour du patient, comment est-ce qu'on pouvait faire pour que ça se passe mieux, pour mieux collaborer, pour limiter la violence. Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme on avait prévu. Il y a eu une amélioration dans la collaboration, dans la capacité qu'on pouvait avoir surtout à communiquer ensemble. Maintenant, on est retombé sur nos vieux schémas, c'est-à-dire agent de sécurité, chambre de soins, injection, et on n'a pas réussi à en sortir. Pour autant, il y a un élément qui était, à mon avis, fondamental et qui a permis, j'allais dire, la continuité du travail, c'est que lui, en tout cas, le patient a compris que c'était fondamental de reprendre ce travail qui avait été amorcé et fondamental de le peaufiner et de continuer peut-être sur la longueur à travailler là-dessus. À partir de là, en fait, moi j'ai commencé à travailler avec lui, c'était donc en septembre l'année dernière, 2004, vraiment sur un travail de fond, j'allais dire, autour de ce vécu historique des différentes hospitalisations, de son rapport à l'institution, à la violence, à la contention. Et en même temps, en étant le témoin aussi du vécu des soignants. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être tétanisé quand on sait que M. X arrive à l'hôpital, et puis qu'avant même qu'il arrive, on sait déjà qu'il va venir, et puis qu'une fois qu'il sera parti, on va en parler 2 mois. Donc c'est quand même c'est particulier aussi.
Et puis finalement, il y a un rapport de confiance, un rapport collaboratif qui a pu s'instaurer, où effectivement un certain nombre de choses ont pu se dire, et puis un rapprochement a pu se faire. Donc à partir de là, c'est vrai que, hors période de crise, c'est un type extraordinaire. Enfin, un niveau culturel élevé, un charisme assez fort. Voilà, donc c'est l'ami que tout le monde voudrait avoir, en gros. Donc on a pu effectivement tisser comme ça un certain lien, travailler un peu tranquillement, j'allais dire en dehors de la crise, sur la longueur, sur ces directives, voir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, comment modifier la directive pour faire en sorte que, si jamais il devait revenir, ça puisse mieux fonctionner, retrouver peut-être, se questionner sur ce qu'on avait mis en place, etc. Et puis, une nouvelle hospitalisation a eu lieu mi-janvier de cette année. Et là, pour moi, enfin, c'était un peu le moment crucial, parce que le patient arrive, ça fait 6 mois que je bosse avec lui, j'y crois quand même pas mal, je me dis, on va changer l'histoire, enfin, en tout cas, on va essayer. Et puis, donc, le patient est arrivé, et il a commencé effectivement à mettre, j'allais dire, en marche son fonctionnement habituel de crise. Le patient vient, il vient pas par hasard, hein, il y a des bonnes raisons, il n'est pas au mieux de sa forme, il est maniaque, il est tout puissant, il sait ce qui est bien pour lui, il est irritable, il supporte pas du tout la contrainte, ni la contrariété, ni l'idée même d'être malade, ni aucun traitement. Et puis, on a fait un entretien de 2 heures avec les médecins de la section, l'équipe infirmière, les Securitas. Et à l'issue de cet entretien de 2 heures, le fait que j'étais un peu le témoin finalement de tout ce qu'il a pu me dire et tout ce que j'avais pu vivre avec lui qui était différent de mon expérience hospitalière, ou j'allais dire de l'expérience hospitalière des soignants, où on le voit que dans la période de crise, pour des moments, et en tout cas pour un rapport qui est extrêmement particulier, difficile. Et puis le fait d'être le témoin d'autre chose, le témoin aussi de tout ce que lui avait pu me dire, de ce qu'il souhaitait voir changer dans son rapport à l'institution, dans son rapport à la maladie, dans sa possibilité finalement à ne pas retomber justement dans le schéma de la violence et puis de la contrainte, ça a quand même permis de débloquer les choses. Débloquer les choses dans le sens où, pour la première fois, on n'a pas fait d'injection. Il a pu accepter de prendre une médication Péros. Ça s'est pas fait simplement, je ne dis pas qu'il l'a pris comme ça. Mais simplement, en tout cas, on n'a pas eu besoin de faire d'injection. C'est déjà une première chose. Et puis par rapport à cet acte qui paraît comme ça très symbolique, on a tout de suite, en tout cas au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, on a vraiment renforcé cet aspect en disant « c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en train de construire une nouvelle histoire avec nous. Et nous, on veut construire une nouvelle histoire avec vous. Et puis on y croit. Donc on va vous féliciter pour ce que vous venez de faire. » Et puis finalement, la suite de l'hospitalisation va nous montrer que il nous faut travailler beaucoup en tant que soignant sur ce qu'on croit savoir du patient dans notre vécu avec lui. C'est-à-dire, on a nos vieux démons aussi. On sait que si on rentre dans la chambre, voilà, le premier mécanisme qui va se mettre en branle, c'est la peur. C'est pas tellement l'idée qu'on va collaborer, que c'est un mec sympa. Par contre, en travaillant un petit peu dessus, finalement, on fait des essais, quoi. On met un peu le doigt pour voir s'il ne mord pas, après on met la main, on met le bras, et puis ça se passe plutôt pas trop mal. Et puis lui, de son côté, il fait un énorme boulot aussi. C'est que y a un côté motivationnel, où moi je dis aussi, voilà, là, vous avez fait peur à la veilleuse, vous avez mis le pied en travers de la porte, ça joue pas. Enfin, vous voulez que les gens y pensent des trucs bien de vous, et puis vous agissez comme ça, on va pas y arriver. Enfin, alors moi je vous donne un challenge, c'est que dimanche soir, la veilleuse me dit vous êtes un mec sympa. Ok. N'empêche, ça s'est super bien passé. C'est qu'au final, on a fait, je crois, 3 jours de sécurité, c'est la première fois. Une dizaine de jours de chambre de soins, je crois. Actuellement, le patient est toujours hospitalisé, il est en cadre libre, il va, il vient. Et puis ce qu'il y a, enfin, je trouve d'intéressant, c'est que le fait de pouvoir changer comme ça le paradigme du rapport de force, ça nous permet aussi, ça nous autorise finalement de divaguer un petit peu, d'être un peu fou aussi de notre côté, de se dire, tiens, si on pouvait imaginer, comme on sait que ce patient rechute à peu près tous les 6 mois,
que dans 4 mois, on instaure en ambulatoire, c'est-à-dire lui chez lui, un traitement de crise. Parce qu'on ne va pas attendre 6 mois, on sait que ça marche au bout de 6 mois. Donc, si on pouvait agir avant, ça serait pas mal. Et si on peut, comme ça, effectivement, commencer avec lui, avec son accord, le traiter dans 4 mois, et puis pendant 1 mois, avec un traitement de crise, en tout cas pas aux doses de la crise maximum, mais anticipatoire, on pourrait peut-être même éviter la case hôpital, et ça serait pas mal. Alors, aujourd'hui, ça paraît évident, mais je vous dis, il y a 6 mois, ça ne l'était pas du tout. Hein. On se disait, de toute façon, c'est inéluctable, il sera là tous les 6 mois, et tous les 6 mois, on va en chier. Et voilà, donc c'était un petit peu l'objet de mon intervention. Alors juste pour conclure, puisqu'il y a quand même un sujet de départ, qui était, qu'est-ce que la folie aujourd'hui? Alors moi je me demandais effectivement si le fait d'évoquer une collaboration possible avec les patients au cœur même de la crise, est-ce que ça ne nous informe pas un peu justement sur la folie aujourd'hui? Est-ce que le développement constant des outils et du souci qui vont toujours vers plus de communication, plus de compréhension et d'échange avec les patients ne nous renseigne pas aussi un peu sur la place toujours diminuante de la folie aujourd'hui? Et puis enfin, si à défaut de pouvoir traiter définitivement la folie, le fait d'anticiper avec les patients leur folie et nous permettre de traverser donc avec eux la crise en diminuant au maximum les effets dommageables ne nous permet pas de nous questionner sur ce qu'il reste de fou dans la folie. Voilà. Merci beaucoup.